à tous et à toutes. Alors, on a parlé développement durable, on a parlé sobriété et... J'oubliais les accessoires, c'était pour être plus sobre. C'est très bien cette histoire. On est les premiers touchés en tant que professionnels du tourisme. D'abord parce que tous ces événements climatiques nous touchent, ils gênent notre activité, on est obligé d'annuler des événements, mais également parce qu'on nous est un peu mis sur la sellette. On nous dit que le tourisme cause des émissions de gaz à effet de serre qui seraient beaucoup moins nécessaires, qui sont beaucoup moins nécessaires que celles liées à l'alimentation et au logement, ce qui peut se comprendre, en fait, ce qui peut s'entendre. Il n'empêche que la sobriété, elle est devant nous comme une injonction et qu'on ne sait pas bien comment on va y arriver parce qu'on a l'impression d'en avoir fait déjà beaucoup. Et donc, on se retrouve dans une impasse. Cette impasse, ça s'appelle l'éco-anxiété. Alors moi, je vais vous proposer aujourd'hui de faire un pas de côté devant ce mur intellectuel qui se dresse devant nous. Et ce pas de côté, il va nous faire passer par l'histoire de l'industrie automobile au Japon. Alors, ce n'est pas n'importe quelle histoire que je vais vous raconter là. L'histoire de la firme Toyota, il faut imaginer qu'elle est bien différente de l'histoire de l'automobile aux États-Unis. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un lien avec la sobriété. Donc, la famille Toyota, c'est une famille d'entrepreneurs, un des tout premiers entrepreneurs du tout début de la révolution industrielle au Japon, qui se déroule bien plus tard que pour les États-Unis ou pour l'Europe. Et donc, monsieur Toyoda, dans les années 20, découvre l'automobile à l'occasion d'un voyage aux États-Unis. Il en ramène une au Japon avec l'ambition de faire la même chose que Ford, dans une société qui est sortie juste quelques décennies avant de la féodalité. Donc il ne va pas pouvoir le faire de la même manière et il va pouvoir encore moins le faire de la même manière parce que le Japon se lance dans une politique coloniale, impérialiste, qui va l'entraîner dans la guerre. Et une économie de guerre, ça n'a rien de drôle. Une économie de guerre, c'est la pénurie. La pénurie de matériaux, de pièces détachées, d'hommes, d'ouvriers, c'est aussi ça. Donc ils se retrouvent à faire un peu feu de tout bois pour arriver à produire des camions. Et ça donne par exemple des camions avec un seul phare au lieu de deux. Et puis la suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est 2 bombes atomiques, c'est la jeunesse du Japon qui a été envoyée au suicide. Donc en 1945, le Japon est ruiné, il n'y a plus rien. Et c'est dans ce contexte qu'un ingénieur de génie, Taiichi Ohno, va se dire comment on fait pour continuer à produire, continuer à exister en tant qu'entreprise alors qu'il n'y a plus rien. Plus de matière, plus de capitaux, plus de gens. Et donc, il va se lancer dans une recherche d'économie très particulière qu'on appelle la chasse au muda. Alors, comme vous le voyez avec le caractère qui est derrière moi, donc le caractère de droite signifie ce qui est gros, ce qui prend de la place. Et le caractère de gauche, c'est ce qui est creux, ce qui n'a pas de valeur. Donc, les mudas, c'est ce qui est inutile. Alors, il y a plein de choses qui sont inutiles. Si on parle de l'industrie automobile, au départ, on est sur les stocks. Et puis, on va réfléchir, on va élargir cette thématique avec d'autres aspects. La surproduction, ça c'est tout à fait spécifique à cette réflexion, c'est qu'on ne va pas chercher à produire à tout prix. On ne cherche à produire que ce qu'on va être effectivement capable de vendre ensuite. Et puis, il va tirer de fil en aiguille à d'autres problématiques. Les transports, l'attente, les mouvements inutiles, ça peut être quand un ouvrier se blesse. Et puis, les défauts, la surqualité aussi. Mais surtout, qui est la meilleure personne pour parler de qualité dans la production ? Cette personne, c'est l'ouvrier. Donc aujourd'hui, quand on passe de la chasse au muda, on intègre le gaspillage humain. Donc le non-recours aux bonnes idées des collaborateurs, c'est absolument essentiel. Donc on est dans un modèle où on va d'abord chercher à produire de la valeur plus que produire à tout prix. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ce que ça veut dire que la valeur et surtout à ne pas rentrer au bureau en vous disant on va faire une chasse au gaspillage, chers amis, j'ai eu une super bonne idée au congrès, parce qu'en fait vos collègues pourraient très mal le prendre, ils pourraient se sentir accusés. Donc dans l'idée de la chasse au muda, on ne va pas chercher à économiser le plus possible, on ne va pas chercher les coupes budgétaires. On va d'abord raisonner sur qu'est-ce qui fait de la valeur. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un office du tourisme et vous avez un visiteur qui entre et qui veut faire un séjour à vélo. Le bon réflexe, c'est bien souvent de lui donner une brochure spécifique au voyage à vélo dans votre région. Alors si vous faites ça, sur le moment, le visiteur est très content. Vous avez répondu à sa demande. Mais son vrai besoin, ce n'est pas dans l'office de tourisme que ça se joue.
C'est demain, sous la pluie, en pleine pampa, quand il cherchera un restaurant pour s'abriter et qu'évidemment tout sera fermé, ou même qu'il n'y aura pas de restaurant du tout. Ça, c'est son besoin. Donc, la question qu'il va falloir se demander, c'est vous, dans votre entreprise, dans votre structure, dans votre territoire, qu'est-ce qui fait que vous créez de la valeur? À quel besoin vous répondez? Et c'est là qu'ensuite, par défaut, vous allez pouvoir tirer la chaîne de la production et vous demander qu'est-ce qui contribue effectivement à créer de la valeur et qu'est-ce qui est, du coup, inutile et qu'est-ce que vous allez mettre de côté. Continuons un peu le raisonnement. Donc, je vais vous proposer de réfléchir par rapport à un office du tourisme, puisque c'est mon métier. Alors, dans un office du tourisme, on a typiquement la boutique de l'office du tourisme. Donc, dans un office de tourisme, on va vite avoir envie de négocier les prix. Et négocier les prix, ça veut dire acheter en gros des centaines, voire des milliers de produits dérivés. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle de la surproduction quand même. En plus, quand vous aurez acheté tous ces produits dérivés, il va falloir les stocker quelque part. Vous allez prendre de la place. Avec un peu de chance, cet espace de stockage, surtout si vous avez acheté des milliers de produits dérivés, ils seront à l'autre bout de la ville. Donc, vous allez en plus devoir ajouter des transports. Bien entendu, si l'espace de stockage est à l'autre bout de la ville, vous allez vous retrouver de temps en temps en rupture de stock et le client est là devant vous, il a entendu parler de votre super méga peluche chouette de Dijon ou de votre superbe tour Eiffel en plastique rose et là, bien sûr, vous n'en avez plus. Donc, c'est ce qu'on appelle l'attente inutile. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des facteurs qui, finalement, empêchent d'aller créer de la valeur. Mais ce sont aussi des facteurs qui ont du sens par rapport au développement durable. Quand je dis surproduction, je dis utilisation des ressources. Quand je dis stock, je dis béton. Donc, ressources, énergie, eau. Quand je dis transport, je dis évidemment CO2. Et puis, il y a d'autres choses qui sont plus subtiles, qui changent un peu de ce qu'on voit dans l'industrie. Les mouvements inutiles, qu'est-ce que ça peut être dans notre métier? Typiquement, on a une réservation à faire et il faut saisir la vente dans 2 logiciels différents. Et ne me dites pas que ça n'arrive pas, ça arrive. On va avoir également la surqualité. La surqualité, par exemple, des enquêtes de clientèle qu'on va faire parce que c'est dans le référentiel de tel label. Donc, on fait un petit questionnaire. Oui, on fait des choses à la fin. On fait des beaux diagrammes dans notre rapport d'activité. Mais est-ce que ça va nous amener à valider ou au contraire à changer nos pratiques? Est-ce que ça va nous amener vraiment à travailler? Travailler, pour moi, c'est OK, on a mis en place une politique, elle est bonne, ou au contraire, il va falloir revoir ce qu'on fait. Si ça n'arrive pas à ça, ce questionnaire, on l'a fait pour se faire plaisir. On l'a fait pour faire plaisir au label, mais au fond, on a fait de la surqualité. On ne l'a pas vraiment exploité. Alors, dans les exemples que je vous ai donnés, vous allez peut-être me faire un petit reproche. Ce reproche, c'est qu'on est encore très très proche de la production industrielle. Et en tant qu'office du tourisme, mon vrai métier, c'est quoi? C'est pas de vendre des produits dérivés, c'est pas de tester la satisfaction client à la sortie de l'office du tourisme, c'est de développer un territoire. C'est ça mon vrai métier. Et peut-être que cette logique-là, on va essayer de l'appliquer au développement territorial. Sur production, qu'est-ce que ce serait en tant que développeur territorial? Par exemple, si vous avez un centre de loisirs ou un centre culturel que vous créez et qu'il s'avère 3 fois trop grand par rapport à votre marché. Il ne va pas être rentable et puis en plus, ce ne sera pas très sympa pour les clients qui vont rentrer dedans, ils vont se demander s'ils sont au bon endroit. Vous auriez pu faire quelque chose d'encore plus ballot, vous auriez pu le faire trop petit. Pourquoi c'est ballot? Je vous donne un exemple à Lille. Ils avaient besoin d'un palais de justice pour centraliser toutes les affaires parce que les magistrats étaient obligés de courir d'un bout à l'autre de la ville. On se retrouve donc dans le cas du transport inutile. Donc ils se décident à créer un grand palais de justice. Sauf qu'entre le moment où ils ont lancé le chantier et le moment où ils ont effectivement obtenu la livraison du chantier, le palais de justice était trop petit. Bilan des courses, les magistrats continuent à courir de site en site. Les stocks maintenant, vous allez me dire on n'a pas de stock, on est sur de l'immatériel. Mais si, on en a un. Nous avons sur nos territoires un stock qui existe, qui pourrait être valorisé et qui ne l'est pas. Ce sont par exemple tous les professionnels qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas envie d'adhérer à l'office de tourisme. C'est également toutes ces petites communes qu'on a sur nos intercos qui organisent des événements, mais qui ne vont pas avoir le temps de faire remplir leurs fiches sur Decibel Data, Apidae ou autres. Donc nous avons bien un stock inutile, ou plutôt inutilisé, c'est toutes ces offres qui existent
et que nous méconnaissons, qui ne sont pas valorisés. Et puis, nous avons un très très gros gaspillage, moi je trouve, avec la saisonnalité. Qu'est-ce que c'est que la saisonnalité? On va avoir des offres, des infrastructures, des hôtels qui vont être dimensionnés pour une certaine clientèle et qui, la moitié de l'année, ne vont pas servir. C'est quand même un beau gaspillage, on peut dire que c'est une attente inutile, c'est quand même derrière des ressources qui ont été mobilisées pour rien. On va avoir également, dans le recrutement des saisonniers, dans leur formation, dans leur intégration, on va avoir une répétition de process, ça peut être aussi ce qu'on appelle ce mouvement inutile, qui va mobiliser nos RH quand même, il y a du temps perdu, payé, pour rien. Et puis on va avoir quand même un très 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 beau gaspillage humain, avec le fait que ces saisonniers, on va les mettre au charbon, mais quand même, ils ont bien souvent des diplômes, ils ont bien souvent des langues étrangères, ils ont la pêche, ils ont plein d'idées. Et on ne prend pas vraiment le temps de les exploiter. On les forme, oui, on leur met le pied à l'étrier, mais on n'utilise pas toutes les bonnes idées qu'ils pourraient nous apporter, parce qu'on n'a pas le temps, en fait, on est dans le feu de l'action, en plein été ou en plein hiver, suivant votre destination. Et puis, il y a un gaspillage également à l'échelle de la société, puisque ces emplois saisonniers sont évidemment compensés par des aides sociales. C'est-à-dire qu'on crée des emplois saisonniers, oui, mais à terme, les gens, ils veulent un emploi toute l'année. Ils veulent manger, payer leur loyer toute l'année. Donc, au fond, fonctionner avec de la saisonnalité, ça veut dire que ce sont les aides sociales qui financent le tourisme le reste de l'année, ce qui n'est quand même pas une très bonne chose. Donc il y a une réflexion à engager sur le sujet, je sais qu'on y travaille tous, mais là aussi, on a quelque chose à faire et ça a du sens par rapport au développement durable, parce que le développement durable, ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre, c'est aussi cet aspect humain. Donc, si on réfléchit sur cette démarche, si on travaille sur cette sobriété, on va se rendre compte qu'en fait, on va économiser quelque chose, on va gagner quelque chose. On va gagner, bien sûr, des ressources qui n'auront pas été dépensées, on va y gagner en argent public, mais on va aussi gagner en temps et en énergie mentale. Tous ces éléments-là, c'est une méthode argumentaire qui peut vous aider avec des élus, à leur montrer qu'il y a intérêt à se concentrer sur ce qui fait de la valeur. Donc la valeur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement avoir attiré le plus de touristes possible? Est-ce que c'est simplement avoir été la première destination mondiale? Alors on peut dire, par rapport à ce que je vous ai dit avant, que c'est quand même faire en sorte que les hôtels soient pleins plutôt que vides, que les restaurants aient des clients, que les commerces ne ferment pas. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces qui sont en grande difficulté. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Pourquoi est-ce qu'on veut ces hôtels et ces restaurants? On les veut pour l'emploi, en fait, on le veut. Surtout pour les habitants, c'est eux qui ont ce besoin. Ils ont besoin d'un territoire qui vit, ils ont besoin d'une qualité de service, ils ont besoin d'emploi. C'est d'abord pour ce bien vivre des habitants que nous travaillons. Je vous invite donc à réfléchir, si on vient vous parler économie, si on vient vous parler développement durable, si on vient vous parler sobriété, surtout à vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'humain. Je vous remercie.